appartient à la chaire Normandie pour la paix, qui est élève avocat et qui va justement nous parler de l'avenir de ces recours. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. Alors, pour commencer, évidemment, je vais remercier les organisatrices de ce colloque, Camilla Peruzzo et Christelle Cournil, pour ce colloque qui pose une question qui, à mon sens, est fondamentale. Et je les remercie aussi pour m'avoir confié ce sujet que, malheureusement, j'ai décidé de réintituler l'avenir des recours climatiques devant la Cour de Strasbourg. Malheureusement, parce que un tel intitulé pouvait laisser à croire que j'allais vous délivrer le sens des décisions qui vont être rendues dans quelques mois ou quelques années par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une tâche en réalité qu'il est difficile de réaliser et qu'il est d'autant plus difficile de réaliser que la Cour n'a pas encore statué et surtout parce que la prévisibilité des décisions de la Cour peut parfois laisser songeur. La tâche est donc impossible, mais il y a quand même une chose qu'on pourra dire sur la question de l'avenir des recours climatiques, et donc je vais rester simple sur les conclusions, c'est qu'elle dépendra de différents facteurs. Le premier étant le contexte dans lequel ces recours sont formés, contexte qui pourrait avoir une certaine influence sur les décisions qui seront rendues par le juge européen, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Cour se livre, parmi les techniques d'interprétation qu'elle déploie de la Convention, et qu'elle se livre volontiers à une interprétation qu'on appelle consensuelle de la Convention, et qui consiste à prendre en compte les évolutions normatives qui font consensus sur des questions données. Ce d'autant plus que le consensus peut être existant ou émergent, non pas seulement européen, mais aussi international, et qu'il peut aider la Cour à notamment dégager de nouvelles obligations positives à la charge des États. Et en ce sens, la consolidation d'un droit climatique qui s'observe en fait depuis le début des années 90 avec la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, qui connaît une nouvelle impulsion depuis les accords de Paris, qui notamment impulse finalement la formation d'un droit climatique au plan national, pourrait aider le juge à constater l'existence de ce consensus et en tout cas s'en servir comme un appui pour développer sa jurisprudence sur cette question. Le deuxième point de contexte qui peut aussi jouer, donc en plus de ce, si vous voulez, de ce contexte normatif, c'est aussi l'interprétation évolutive à laquelle peut se livrer le juge européen. Vous savez depuis l'arrêt Tyrer, le juge nous dit interpréter la Convention à la lumière des conditions de vie actuelles, qu'elle n'a pas hésité à le faire d'ailleurs dans les affaires d'environnement, et notamment dès le début des années 90. Vous avez un arrêt Freudin qui est très connu, dans lequel la Cour nous dit ne pas ignorer que la société d'aujourd'hui se soucie sans cesse davantage de protéger l'environnement. Et en ce sens, ce que vient nous dire Christelle Cournil sur la multiplication des recours climatiques fondés sur les droits de l'homme, qui en quelque sorte cristallise une certaine mobilisation de la société civile, pourrait tout à fait être un contexte qui permette à la Cour finalement de se saisir de l'occasion de faire évoluer sa jurisprudence en intégrant les considérations liées au changement climatique. Ce qu'il est certain, c'est que les décisions récemment rendues par certaines cours en Europe, notamment la Cour constitutionnelle allemande ou encore la Cour suprême des Pays-Bas, pourraient, en tout cas, peuvent la mettre dans une position délicate si jamais elle se mettait en porte-à-faux vis-à-vis de ces évolutions. Pour autant, il est vrai que les décisions qui viennent d'être rendues en Europe sont assez avant-gardistes. Il n'est pas certain que la Cour le soit autant. En tout état de cause, les deux affaires qui viennent d'être communiquées aux parties, afin que s'ouvre le débat contre Paul, on vous a perdu. Donc, il faut savoir qu'il y a deux affaires ont été communiquées, les deux premières affaires qu'on va traiter, ou à tout le moins le cas autant, ça ne signifie pas que
Ça ne signifie pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend à nouveau, mais on vous a perdu pendant un petit moment. Ah, alors, ok. Je ne sais pas où j'en étais à ce moment-là, du coup. J'étais toujours sur le contexte, en fait, le contexte dans lequel sont déposées les requêtes qui pourraient jouer favorablement dans leur issue. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Parce que finalement, l'avenir de ces recours va surtout dépendre de la capacité du juge européen finalement à dépasser certains carcans de sa jurisprudence classique en matière d'environnement et donc à intégrer une approche nouvelle dans la protection des droits conventionnels. Pour le comprendre, je pense qu'il est nécessaire de revenir rapidement sur les requêtes, de les présenter très rapidement, les requêtes qui ont été déposées devant le juge européen, qui toutes ont un point commun, c'est d'abord que les accords de Paris constituent le texte qui sert de levier d'analyse aux requérants pour fonder la violation des obligations conventionnelles. Alors, c'est une stratégie qui n'est pas inintéressante dans la mesure où l'essentiel des constats de violation en matière d'environnement par la Cour sont issus du constat de la violation du droit national par les États, c'est-à-dire en fait du manquement à leur législation, alors entendu au sens large, et en ce sens, montrer par exemple la violation des accords de Paris ou le non-respect par l'État des mesures qu'il a prises en vue de le respecter pourrait être une stratégie qui pourrait prospérer. On constate aussi qu'il y a un noyau dur de droits qui sont invoqués par les requérants. Sans tous les citer, les principaux, c'est l'article 2 relatif au droit à la vie, l'article 8 relatif à la vie privée et familiale, l'article 13 relatif au droit à un recours effectif et l'article 6 relatif au droit à un procès équitable. Et tous ces articles convoquent la jurisprudence environnementaliste de la Cour, et plus précisément relative au droit à un environnement sain, et sur laquelle en fait se fondent principalement les requérants. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette jurisprudence comporte aussi certaines limites qui pourraient réduire à néant leurs attentes. Et puis ces requêtes aussi présentent une grande disparité, puisque d'abord, elles représentent différentes générations de requérants. Il s'agisse des enfants dans l'affaire portugaise, des petits Portugais, ou de femmes âgées dans l'affaire des aînés pour la protection du climat. Et qu'en tout état de cause, ces requérants représentent aussi différentes catégories de personnes vulnérables. Il s'agisse des personnes âgées, des enfants, voire de certaines personnes handicapées, comme dans l'affaire autrichienne. Puisque dans les 4 affaires qui sont pendantes devant la Cour, vous avez la première qui a été déposée en septembre dernier par les jeunes Portugais. S'en est suivi l'affaire des aînés pour la protection du climat en novembre 2020. En mars 2021, une affaire déposée par un requérant autrichien atteint d'une sclérose en plaques, d'une forme de sclérose en plaques. Et très récemment, au mois de juin, une requête déposée par 2 ONG et 6 requérants individuels contre la Norvège. Ces requêtes, dans leur économie générale, sont également différentes puisque certaines sont plus classiques que d'autres et qui sont plus avant-gardistes. Et la requête la plus classique à cet égard, c'est la requête qui concerne l'Autriche, qui pourrait avoir plus de chances de prospérer dans la mesure où le requérant individualise ses prétentions, d'une part, et on est dans un schéma relativement classique, tandis que, par exemple, l'affaire portugaise est beaucoup plus avant-gardiste parce que déjà, elle concerne 33 États défendeurs et que, d'autre part, les requérants ont estimé qu'ils n'avaient pas à épuiser les voies de recours internes avant de saisir la Cour au regard de l'urgence climatique et du temps du coup, qui était compté face à cette urgence. Et puis, ces requêtes sont formulées également en des termes très différents. 3 de ces requêtes sont formulées essentiellement sous l'angle de l'inaction, voire de l'absence de mesures prises par les États, et donc sous l'angle d'une obligation positive, tandis que l'affaire norvégienne dénonce plutôt un cas de contribution active de l'État au changement climatique, notamment par la délivrance de nombreuses licences d'exploitation de gisements de pétrole dans la mer de Barents, ainsi que les décisions d'exporter ce pétrole. Il faut savoir que selon
l'angle qui sera adopté par la Cour, ça pourrait avoir une conséquence sur la nature et l'intensité du contrôle exercé par le juge, puisque dans un cas, celui de l'obligation positive, on serait évidemment dans le cadre d'une obligation principalement de moyens, mais dans lequel une marge d'appréciation étendue pourrait être reconnue à l'État, alors que dans l'autre, si le choix se porte plutôt sur une ingérence classique, le contrôle risque de se réduire à un contrôle seulement procédural des obligations concernant le processus décisionnel, notamment celui de délivrer des licences d'exploitation, enfin de forage et d'exploitation de minerais, de réserves de pétrole et d'exportation. En tout état de cause, ces requêtes posent énormément de questions et il est très difficile de toutes les aborder ici. Je dirais que le centre de gravité qu'elles partagent toutes recouvre deux aspects principaux et qui sont deux grands défis, à mon avis, que le juge aura à surmonter. La première dimension, le premier aspect concerne la dimension transspatiale des obligations conventionnelles et la seconde, la dimension transtemporelle de ces obligations. Alors, concernant la dimension transspatiale, bien au-delà du degré de généralité de l'obligation positive qui pourrait être dégagée et mise à la charge des États, au-delà même aussi de la question de savoir si la procédure de l'arrêt pilote pourrait être mise en œuvre, ce que le juge a refusé d'ailleurs dans l'arrêt Cordella il y a peu de temps, il y a quelques années, assez récentes quand même. Les affaires, enfin deux de ces affaires, principalement l'affaire portugaise et l'affaire norvégienne, sont envisagées sous l'angle de l'effet extraterritorial des obligations conventionnelles. Alors, au sein de l'espace juridique de la Convention, pour l'affaire portugaise, qui concerne 33 États membres de la Convention, et hors de l'espace juridique de la Convention, pour ce qui concerne l'affaire norvégienne. Alors là, c'est une question qui va être assez débattue, puisque quand on lit les interventions extérieures, on se rend compte que des argumentations très riches sont développées sur ce point-là, et on peut se douter que du coup, les débats vont être relativement âpres sur cette question. Je n'ai pas pu avoir accès à la réponse des États, aux observations des États, mais en tout cas, voilà, on peut le supposer et s'en douter fortement. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va demander au juge d'avoir une lecture de la notion de juridiction qui est beaucoup plus large que celle qu'il retient pour le moment. La notion de juridiction, en principe, est purement territoriale, mais la Cour, depuis une vingtaine d'années, reconnaît aussi un effet extraterritorial à la Convention, mais qui reste cependant limité. Limité d'une part à l'exercice d'une compétence étatique en dehors de son territoire ou au fait que les autorités exercent un contrôle effectif sur la situation en cause. Alors, sans aller davantage dans le détail sur cette question, ce que pourrait faire à minima le juge européen, ce serait peut-être de réinterpréter cette notion de juridiction à la lumière d'abord du principe 21 de la déclaration de Stockholm et du principe 14 de la déclaration de Rio, comme il l'avait fait d'ailleurs dans l'affaire Tatar, dans laquelle il avait considéré une violation, il avait retenu une violation de l'obligation positive de jouir d'un environnement sain et protégé, en retenant notamment le devoir général des autorités de décourager et de prévenir les transferts dans d'autres états de substances qui peuvent provoquer une grave détérioration de l'environnement. En tout état de cause, l'affaire portugaise, elle, interroge la dimension collective de la garantie des droits et libertés instaurés par le système conventionnel au regard d'un principe qui est propre au droit climatique, qui est celui de responsabilité commune mais différenciée que l'on retrouve dans l'accord de Paris. D'abord parce qu'ils entendent voir reconnaître une responsabilité collective des États mis en cause, mais qu'ils reconnaissent dans le même temps que cette responsabilité devra être graduée en fonction de la contribution réelle de chaque État au changement climatique. Et ils proposent pour cela à la Cour de recourir à un instrument, le Climate Action Tracker, qui permet de mesurer cette contribution. Et puis, dernier aspect, dernier défi pour le juge européen, c'est la reconnaissance de la dimension transtemporelle des obligations conventionnelles. Quand on analyse les requêtes, on se rend compte que cette dimension, elle est interrogée de deux manières, mais elle est surtout interrogée dans la capacité fondamentale de la Cour. Enfin, elle interroge fondamentalement la capacité du juge européen à anticiper les violations de la Convention. Alors, de deux manières. Tout d'abord, dans la nécessité d'intervenir, de pouvoir intervenir ex ante, c'est-à-dire avant que le dommage ne se réalise,
Et là, il y a une très très grande difficulté parce que le changement climatique a cela de particulier que si le risque existe, et un certain nombre d'études le montrent, il se trouve quand même que ce risque reste difficilement appréhendable d'une part, et d'autre part qu'il subsiste toujours une certaine incertitude sur son ampleur. C'est lié évidemment au caractère inédit du changement climatique. Hein, c'est une expérience qu'on fait grandeur nature sur un pas de temps qui est relativement court, mais il faut savoir que cette difficulté, cette capacité du juge européen à intervenir ex ante est grandement questionnée, parce que jusque-là, toutes les affaires de risque ont été traitées par le juge européen et dans lesquelles il a reconnu une violation. Il faut dire qu'il n'avait pas eu beaucoup de mérite non plus à reconnaître cette violation. Hein, parce que le risque, c'était à chaque fois réalisé. Si vous prenez par exemple, pour prendre plein d'exemples, mais je ne sais pas, par exemple l'affaire Tatar, l'accident s'était produit, de sorte qu'il était plus facile de reconnaître que l'État avait violé son obligation positive de prévention. On pourrait même remonter à l'affaire Guerra et dire qu'il était d'autant plus simple de reconnaître une obligation positive d'information à la charge des autorités nationales que l'usine qui était en cause était une usine sur le site de laquelle un accident avait déjà eu lieu, et donc on avait pu voir quelle pouvait être l'ampleur du risque s'il se réalisait. Et donc, en fait, la difficulté, principalement, va se trouver là. Et toutes les affaires dans lesquelles on a eu des cas où on entendait la Cour a été saisie ex ante, ça n'a jamais fonctionné. Hein, de l'affaire Taubira, en passant par les affaires, par exemple, concernant les renouvellements d'autorisation d'exploitation de centrales nucléaires. Alors là, il y a évidemment un paradoxe hein, pour la Cour, qui est finalement d'un côté de s'assurer que l'État, parce que c'est ce qu'elle nous dit dans les affaires qu'elle communique, que l'État va respecter son principe, le principe de précaution dans la mise en œuvre de ses obligations conventionnelles, mais dans le même temps, elle-même ne l'applique pas. Alors ça, évidemment, c'est lié à un autre aspect problématique de la jurisprudence qui est mobilisée par les requérants et qui concerne le lien de causalité que la Cour, jusque-là, exige comme étant direct et immédiat. Et alors, le problème, c'est que sans lien de causalité, pas de qualité de victime, sans lien de causalité, pas d'applicabilité du droit, et sans lien de causalité, pas d'obligation positive. Je pourrais donner des exemples, mais je vais être pris par le temps. En tout état de cause, on peut se demander s'il n'y a pas un assouplissement quand même à attendre de la part du juge européen dans la manière dont la question est posée dans les affaires qui ont été communiquées, puisque la Cour demande aux parties de savoir, elle cherche à savoir si, enfin, la question qui est posée est la suivante, en particulier, les requérants ont-ils subi directement ou indirectement les conséquences de l'action insuffisante des États? On peut se demander si derrière le ou indirectement, il n'y aurait pas une forme d'ouverture possible. Mais là, il va falloir attendre les décisions de la Cour pour voir la manière dont elle va traiter le lien de causalité. Ensuite, dernier point qui est relatif à la prise en compte de la dimension intertemporelle, transtemporelle des obligations conventionnelles, c'est la question de l'intégration du principe d'équité intergénérationnelle dans le raisonnement du juge. Il semble que le juge va intégrer cette dimension, puisque dans une des questions qui est posée dans les affaires communiquées, il est question notamment d'interpréter les garanties de la Convention à la lumière du principe d'équité intergénérationnelle. Alors, ça, c'est, je dirais, une des exigences qui est parmi la plus redoutable. Et c'est une exigence qui suppose d'abord, pour la Cour, de reconnaître qu'un comportement étatique donné, qu'il s'agisse d'une contribution active au changement climatique ou à l'inverse d'une contribution passive au changement climatique, est de nature à constituer une charge pour les droits conventionnels des générations futures. Il s'agirait en fait pour la Cour de raisonner un petit peu à l'instar de la Cour constitutionnelle fédérale allemande, c'est-à-dire se servir de ce principe comme d'un curseur pour, dans un cas, reconnaître que l'ingérence étatique viole la Convention, et dans l'autre, que son inaction justifie la mise à sa charge d'une obligation positive dont l'ampleur variera en fonction de la charge, du fardeau que fait peser
son inaction sur les droits de l'homme des générations futures. Parce qu'il faut bien comprendre que l'inaction étatique est susceptible d'agir à double titre sur le droit des générations futures. D'abord parce que, en ne faisant rien, on aggrave le changement climatique. En aggravant le changement climatique, on aggrave les effets de celui-ci sur les conditions d'existence matérielle des droits garantis. Et d'autre part, si on n'agit pas, le moment où il faudra agir, les mesures qui seront prises pour endiguer les effets du réchauffement climatique risquent de constituer des restrictions assez considérables aux droits garantis par la Convention. Et donc, prendre en compte finalement ce fardeau qui peut découler d'une inaction étatique, ce fardeau futur qui peut découler d'une inaction étatique, est de nature à reconnaître, à mettre à la charge de l'État une obligation positive. Mais il s'agit aussi de prendre en compte, dans ce cadre-là, la charge que peut constituer la mise à la charge de l'État de cette obligation positive pour les générations présentes. Parce qu'un des paradoxes des requêtes qui sont portées devant la Cour est aussi le suivant, et j'en termine par là, c'est que on demande en substance à la Cour qu'elle déduise de la Convention une obligation générale de lutte pour le changement climatique, mais qui aura certainement aussi pour conséquence, à terme, de porter atteinte aux droits garantis par les mesures que les États seront amenés à prendre pour lutter contre le changement climatique. Et c'est là tout l'enjeu de l'équité intergénérationnelle, c'est d'arriver à opérer un juste équilibre entre la charge que peut constituer une obligation générale de lutte contre le changement climatique pour les générations présentes, mais tout en prenant en compte aussi la charge que peut constituer l'inaction de l'État pour les générations futures. Car il s'agit de ne pas s'y tromper, si les recours actuellement déposés devant le juge européen tentent à faire reconnaître principalement la charge que constitue pour les générations futures l'inaction climatique, il faut bien comprendre aussi que dans un avenir proche, la Cour aura aussi à connaître d'autres recours climatiques qui, eux, seront portés par des requérants qui entendront dénoncer la violation de leurs droits par les mesures prises par les États au nom de la lutte contre le changement climatique. Merci.